Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Je vous avais promis, chers amis, que le dossier d'aujourd'hui comporterait le portrait psychologique d'un criminel exceptionnel dans une époque exceptionnelle dont l'intérêt est évident. Mais pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi notre dossier hier, je me permets de le résumer. 1944, l'Allemagne de la débâcle, c'est un immense no man's land où les armées alliées, la population en exode, la Wehrmacht en déroute, forment un étrange magma. Des cadavres inconnus, dont on ne saura jamais ni le nom ni le meurtrier, peuplent les forêts. Les femmes se vendent pour une croûte de pain, les jeunes déserteurs forment des bandes de pillards, vivant dans les bois et se jetant sur les fermes isolées. La faim et la peur habitent l'Allemagne. Puis, ce cauchemar s'organise. Bientôt, ce n'est plus le désordre absolu. Autour de la frontière intérieure séparant les deux zones qui deviennent deux Allemagnes, tout un monde équivoque s'installe. Trafic, marché noir, espionnage et bien entendu, des passeurs. C'est ainsi que le 13 avril 1947, un commerçant, M. B. de Hambourg, fait la connaissance d'un homme qui lui propose de le passer dans la zone russe. Le passeur est saoul, rate l'endroit favorable au passage. Lorsque M. B. lui fait des reproches, l'inconnu tue M. B. de plusieurs coups de la hache qu'il a emportée et le cadavre est pillé. Le 18 avril, l'auteur de ce crime retourne sur les lieux et il est arrêté. Il s'agit du garçon de café Rudolf Pley, âgé de 22 ans. C'est un homme grand et fort, au visage rond, légèrement empâté, au front très haut, aux yeux enfoncés, à la lèvre gourmande et surtout, il a un léger sourire ironique. Il passe en jugement en 1949 et récolte 12 ans de travaux forcés. C'est alors que la véritable affaire Rudolf Pley commence. Dans une demande officielle, Pley, qui veut se rendre utile, écrit à l'administration pénitentiaire avec un humour qui dépasse la commune mesure pour postuler l'emploi de bourreau. « Nommez-moi bourreau, dit-il. Celui-ci fait son travail par devoir, moi ce sera par plaisir. » L'administration clôt la discussion en disant qu'elle ne s'est jamais souciée du plaisir que prend à son travail l'exécuteur des hautes œuvres. Alors, Pley parle technique. Il assure qu'il a déjà fait ses preuves et tout tranquillement, il énumère ses titres. 60 personnes égorgées, étranglées ou assommées entre septembre 1946 et mars 1947 dans la zone russe, la Bavière, le Hanovre, etc. On ne le croit pas. Aussi, propose-t-il aux policiers de les conduire jusqu'aux endroits où reposent les cadavres. On accepte à tout hasard. Et de village en village, Pley guide les enquêteurs jusqu'à 9 corps décomposés. 7 seront identifiés, 2 resteront inconnus. « Et les autres ?» lui demande-t-on. « C'est assez pour moi, dit Pley. Pour les 50 autres, faites votre travail. » Il s'enferme alors dans le silence et se met à écrire le récit de ces meurtres. 3 cahiers, écrits dans une langue argotique, grossière, violente. En toute simplicité, il a intitulé son travail « Mein Kampf » et fait suivre sa signature du titre de Tonmacher, fabricant de mort. Comme vous allez le voir, s'il est vrai que des complices profitaient de ces crimes, ces forfaits n'ont pas d'autre motif qu'un monstrueux, un démentiel besoin de crime. D'ailleurs, la personnalité du monstre est telle que les journalistes du monde entier accourent au procès de Rudolf Pley. Parmi eux, le regretté chroniqueur judiciaire Pierre Cise, dont les notes d'audience ont beaucoup aidé Jacques-Antoine à établir ce dossier. Donc, chers amis, pour assister au procès, les journalistes accourent du monde entier vers le Hanovre, où tombent les premières neiges de l'automne. Évidemment, des criminels comme Rudolf Pley, il y en a eu d'autres, même chez nous. Souvenons-nous de Landru, du docteur Petiot,
On hésite donc à dire qu'on va se trouver devant une affaire typiquement allemande. On ne voudrait pas laisser entendre que l'Allemagne a l'exclusivité de ce genre de criminel. Pourtant, nous sommes ici en plein conte d'Hoffmann. La terreur se nuance du fantastique des danses macabres. Et la ville de Till Eulenspiegel et d'Henri Loisler, avec ses pignons, ses clochers noirs, ses toits bossus, encadre bien ces fantômes tragiques, ces histoires de vampires qu'on va nous conter au long des audiences. Le lieu même où va se dérouler le procès est à vous couper le souffle. C'est un palais de justice, de style Hohenzollern, soufflé par les bombes. En 1948, il ne reste que piliers de briques noires, escaliers aux marches ébréchées semés de gravats. Mais au milieu de ces ruines, on a reconstruit et aménagé une merveilleuse salle d'audience, bloc de lumière tout neuf, vaste carré aux murs gris clair, au parquet de chêne blanc miroitant que jonchent des moquettes beiges. Tout le fond de la salle, derrière les juges, est coupé par une immense verrière aux vitraux légèrement colorés de vert et de rose, derrière laquelle se dessine vaguement la carcasse du palais en ruine. De ce mur de verre se déverse la lumière froide d'un ciel plein de neige. Vestiaire, téléphone, triple rampe de néon encadrant le plafond, c'est le prétoire tel qu'en conçoivent un jour de génie les décorateurs de cinéma. Dans cette clinique judiciaire, 3 juges en habits et cravates blanches sous leur robe noire, 6 jurés bien mis qui ont l'air de former le conseil d'administration d'une affaire prospère, mais sans grande chance d'extension, vont juger le monstre. Minute inoubliable quand l'accusé, Rudolf Pley, fait son entrée, enchaîné par les poignets, flanqué, précédé, suivi de gardes en tunique vert brouillard à parements d'or coiffés de casquettes plates. Je vous disais hier que Rudolf Pley, au moment de son arrestation, ressemblait à Orson Welles. Il en avait la stature, l'épaisseur, l'ironie. Mais quelques années ont passé, il a maintenant 27 ans, et pour Pierre Seize, il ressemble de manière hallucinante à l'acteur Peter Lorre, jouant dans le film de Fritz Lang, Le Maudit, le rôle de son aîné, de son précurseur, le vampire de Düsseldorf. Il est vêtu d'une étrange veste courte et ronde, couleur moutarde, qui lui donne l'air d'avoir par mégarde passé à l'envers une camisole de force. Sa cravate claire sort d'une chemise bleu marine. Ses complices le suivent à distance. Ces 3 hommes se haïssent et chacun conspire à la perte des 2 autres. On a dû prendre envers eux les précautions que les dompteurs prennent dans les ménageries pour les fauves dont on craint qu'ils ne s'entre-dévorent. Pley est tout seul, encadré de gardes qu'il faut relever toutes les heures, de crainte qu'ils ne relâchent leur vigilance. N'oublions pas que s'il a tué des dizaines de femmes, toutes par des coups frappés à la base du crâne, il a aussi, dans des accès de colère, tué des hommes. Pourquoi le tient-on, le dos tourné à la salle, face au prétoire? Eh bien parce qu'on craint ses réactions. On préfère lui dérober la vue des rares femmes, journalistes ou photographes, qu'on a autorisées à assister au procès. Son principal complice, Hoffmann, est à une extrémité du box des accusés, perpendiculaire à la stalle où Pley est assis. À l'autre bout du box, et séparé de lui par une garde attentive, on trouve le 3e homme de ce procès cauchemar, Schussler. C'est un assez beau garçon, très brun, dont les longs cils battent devant des yeux au regard fixe, ce qui lui donne un air faux. Pour ajouter à l'étrangeté de la scène, son avocat est aveugle de guerre. Face à ces 3 hommes, et les tenant sous leur regard, comme un savant tient un microbe sous le miroir du microscope, siègent les 3 psychiatres et le médecin légiste. Ce dernier, le docteur Schulz, est le père du compositeur Norbert Schulz, auteur de la trop fameuse Lili Marlène, qui demeure pour nous Français la chanson amère des années 40. Mais revenons au monstre. Pierre Seize écrit « Pauvre monstre ». Et vous allez comprendre pourquoi. On l'a délivré de ses chaînes. Il s'est dressé, court et trapu sur ses pattes de derrière. Un bref interrogatoire d'identité et vite on lui demande de s'expliquer. Il va s'expliquer. Et nous allons savoir comment on devient un monstre. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Rudolf Pley est né en Saxe,
d'un père communiste que la victoire nazie a contraint à se réfugier en Tchécoslovaquie. Enfant, on le place apprenti chez un maréchal ferrant. Pley est un mime remarquable et limite le compagnon en tablier de cuir levant sa masse sur la corne fumante des chevaux. À 13 ans, un nazi tchèque tente, sans y parvenir, de le rallier à l'homosexualité. À 14 ans, ce qu'il croit être l'amour lui est révélé dans une cave par une fille de taverne. Pour cette femme vénale, Rudolf, qui n'a pas d'argent, vole son père, qui le chasse. Lorsque la guerre éclate, il a 15 ans, les services du travail obligatoire l'envoient comme steward sur les bateaux de guerre, il est coulé par une mine, il se sauve d'un avion abattu en flammes, partout autour de lui, on souffre, on saigne, on meurt. Une vie, c'est si peu de choses dans cette Europe où l'on écrase toute la population d'une ville sous les bombes simplement pour faire peur aux autres, où l'on fait mourir en un seul jour des milliers d'hommes dans la boue glacée des steppes russes, sur le simple caprice d'un état-major lointain, où l'on parque des êtres par millions pour les faire périr, en application de lois aussi fantaisistes qu'atroces. Qu'est-ce que vaut une vie? Tout le monde tue, de toutes les manières. L'État tue, la loi tue, la justice tue, l'armée tue, les SS tuent, les Russes tuent, les avions américains tuent, les avions anglais tuent. Dans les pays occupés, les résistants tuent. Bref, tout le monde peut tuer. Il suffit d'avoir une raison pour le faire. Alors qu'on ne vienne pas dire à Rudolf Pley que lui, seul au monde, n'aurait pas le droit de tuer. Et Pley demande « Que dans cette salle? Ceux qui n'ont jamais tué, lèvent la main. » Personne ne bouge. « Taisez-vous, » dit le juge. « Alors que ceux qui ont tué, lèvent la main. » Personne ne bouge. Une espèce de gaieté funèbre, lui dans les yeux de Pley. Yeux porcins, le cercle des lunettes à monture de fer. Elle descend difficilement cette gaieté jusqu'à ses lèvres. Mais cela arrive, et alors, recru d'horreur, on le voit émettre une sorte de gloussement convulsif. C'est ça, son rire. En 1944, il fait une première et grave crise d'épilepsie, bientôt suivie d'une seconde. On le soigne à la manière énergique du Troisième Reich. On veut le stériliser, comme on l'a déjà fait d'ailleurs pour sa sœur. Mais l'hôpital où il attend cette cruelle opération est détruit de fond en comble par les bombardements. Vous voyez bien qu'on a tous les droits, dit Pley, même celui de stériliser les gens. Et ne dites pas le contraire, car je suis sûr que vous regrettez qu'on ne l'ait pas fait. Vous vous dites, si on l'avait stérilisé, peut-être qu'il n'aurait pas tué toutes ces femmes. C'est ainsi que pour Pley s'est passée la longue guerre. Quand il rentre chez lui, c'est pour y trouver l'occupant russe. Il dit « les Ivans », comme nous disions les Fritz. Il est enrôlé dans la police auxiliaire soviétique. Un jour, il intervient, carabine à la main, pour séparer un Russe et un Polonais qui se disputent le butin d'une ferme qu'ils viennent de piller. Il blesse le Russe d'une balle, aide à le panser aussitôt. Alors, dit Pley, alors, au contact de ce corps chaud, de ce sang, à entendre ses plaintes, je compris que là était pour moi la source de toutes les satisfactions. Dans la salle, un silence vertigineux dans lequel on entendrait presque palpiter le cœur défaillant des femmes prêtes à se trouver mal. Le juge tousse, sans doute pour se persuader qu'il ne vit pas un cauchemar. « Poursuivez, dit-il. » Alors, Rudolf Pley explique que ce qui déclencha chez lui cette réaction en chaîne d'assassinat, c'est le spectacle, un matin d'hiver, dans le brouillard du Tyrol bavarois, d'un wagon plein de cadavres féminins nus et froids, arrêtés aux portes d'un camp de concentration. À ce moment, Rudolf Pley ressent comme une espèce de pudeur. Dois-je continuer? Cela va devenir indécent. Le greffier répond d'une voix égale. Continuez. Nous savons tout cela. Rudolf Pley continue. C'est nous qui ne continuerons pas, ayant l'habitude de respecter nos auditeurs. Et puis, nous avons raconté hier les crimes du monstre. Ce qu'aucun mot ne saurait rendre, du reste, c'est le ton égal de ce récit qui, parfois, semble étouffer le narrateur, lequel s'arrête longuement, très pâle, reprend son souffle par de longues aspirations. Ce sont les affreux dons d'acteurs du personnage, ces mains énormes qui se promènent comme des crabes mous sur la table ou qui font le simulacre de serrer pour étrangler, de tirer pour arracher, et parfois le pied qui martèle le tapis, imite avec un réalisme affreux des piétinements féroces. C'est à vomir. D'ailleurs,
Pley explique ses crimes d'une phrase. « Je ne sais pas, dit-il. Comment on peut avoir du plaisir avec une femme sans la tuer? Je ne comprends pas les autres hommes. Il leur suffit de les caresser, moi, il faut qu'elles meurent. Cela m'est absolument nécessaire, c'est vital pour moi, c'est pour cela que je ne pouvais pas rester en prison, pour cela que j'ai demandé la place du bourreau, c'est pour cela que j'ai avoué ce que vous appelez mes crimes. » Avec jactance, il conclut. « Je suis comme je suis. Il faut me prendre tel quel. Je suis un homme qui a le droit de tuer. » Entendez par là qu'une force extra-humaine le pousse, et qu'il n'est en rien responsable. Il sent grouiller en lui un nœud de vipère. Il dit « Des bêtes sont en moi. » Nous admirons en vérité qu'une cour de justice où siègent des magistrats scrupuleux ait pu entendre si longtemps ces minutieuses turpitudes, expliquer par exemple que pour empêcher l'identification des cadavres qui avaient servi à son plaisir, il laissait le corps sur place, jeter la tête en zone russe. L'accusé soudain s'arrête, médite, et déclare d'une voix songeuse et musicale « C'est curieux, comme la chaleur se retire vite du corps d'une femme qu'on vient de tuer. » Les spectateurs ont envie de crier « Mais faites-le donc taire !» Au contraire, le président le relance d'un mot, et l'extraordinaire récit recommence. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Les psychanalystes qui ont pour tâche d'expliquer le comportement de Pley au juge sont 4, dont le très grand savant disciple de Sigmund Freud, le professeur Ewald. Cet érudit sexagénaire pointe en direction du criminel un index doctoral et dit gravement « Il est probable qu'un jour, étant bébé, au moment où votre mère vous donnait le sein, vous avez vu tuer un lapin ou un quelconque animal de ferme. Ainsi, vous avez associé dans votre subconscient de nourrisson la notion de sang, celle de nourriture et celle de la chaleur du sein féminin. Voilà l'origine de votre perversion. » Comment décrire le sourire amusé avec lequel Pley accueille ce savant discours? C'est la mine avec laquelle un homme raisonnable écoute les propos d'un enfant. Il a l'air de penser, mais où va-t-il chercher tout ce qu'il dit? À la fin, il convient, comme on sait d'un puéril raisonnement, ingénieux. Je n'y avais pas pensé, c'est bien possible. Puis soudain, comme s'il décidait de revenir aux choses sérieuses, il conclut « Ah, au fait non, j'ai été élevé au biberon. » Et le voilà reparti vers son droit de tuer. Croyez-vous vraiment qu'il soit plus déraisonnable de tuer pour le plaisir que pour imposer une idée stupide? Il prétend d'ailleurs que ce droit est héréditaire. Si l'on a voulu me stériliser, c'est pour que je ne transmette pas mon caractère à mes enfants. Or, j'ai un fils, il aura donc mon caractère, et il tuera aussi. Et il tuera mieux que moi, car il sera mieux outillé. Je n'ai fait que lui montrer la voie, d'ailleurs, ce n'est pas fini. Je suis convaincu que je tuerai encore. Dites-vous bien, chers amis, qu'il n'y a là aucune comédie, il ne joue pas la folie pour sauver sa tête, puisque la peine de mort a été récemment supprimée en Allemagne occidentale. Non, il parle de son droit de tuer comme d'une évidence. Écoutez-le. Vous croyez qu'il n'y aura plus de guerre, plus de révolution, plus de camp de la mort? Nous ne sommes qu'à 25 kilomètres du rideau de fer. Qui vous dit qu'on ne videra pas un jour les prisons? Est-ce qu'on n'utilise pas les détenus de droit commun pour garder les camps de concentration pendant les guerres? Il y a 61 témoins, dont la plupart ne savent rien. On leur fait prêter un serment collectif et on les entend l'un après l'autre. Une femme raconte qu'elle a employé Pley comme garçon de taverne pendant 1 an, du 18 février 1944 au 7 février 1945. C'est l'effrayante année de la débâcle hitlérienne. Dans ce final fracassant, dans le crépuscule des dieux nazis que Wegner n'aurait pas imaginé, Pley se sent comme un gardon dans l'eau claire. Il trafique de tout, il boit, il mange tout son sou. Il se déguise, mystifie les cérémonies officielles en se collant des fausses barbes pour y paraître. Et aux surprises, il n'est pas hitlérien. Chaque fois qu'il passe devant un portrait du Führer, il lui montre le poing et fait avec ses lèvres un bruit incongru. Aujourd'hui, en revanche, il noircit de Heil Hitler des pages entières. Pley serait-il un homme des causes perdues? Un courtisan du malheur? Bien sûr, le procès dure plusieurs jours. Avant d'en arriver à la conclusion étrange de cet étrange procès, disons peut-être 2 mots des complices. Schussler, qui a cherché refuge dans les mines d'uranium soviétiques, où il a connu un travail de forçat, une discipline de bagne et une nourriture infâme, revient de la Légion étrangère. Au garde à vous,
les jambes raides, le profil aigu et la voix grave et assurée. Il n'a aucun des stigmates du criminel. Pourtant, il avoue sa complicité dans 2 meurtres et va se rasseoir à son banc. Hoffman, lui, s'avance sous bonne garde face à ses juges, l'air brutal et fatigué du vieux baroudeur. Hoffman est le seul négateur de cette affaire. Il nie tout en bloc, sans nuance. Il n'était pas là, il n'a rien fait, il n'a rien vu. Alors, Pley lève 2 doigts en l'air dans la direction du président et les fait claquer comme un écolier qui demande à sortir. Ce qu'il veut, c'est la permission de déverser en direction d'Hoffman une kyrielle d'injures obscènes. Car il n'y a aucun doute que les 2 complices étaient là, l'un ou l'autre, à chaque crime, pour dévaliser le cadavre. Ils suivaient Pley comme les hyènes ou les chacals suivent les fauves pour dévorer leur reste. Mais encore une fois, ne croyez pas que Pley soit une brute élémentaire. C'est très vrai qu'il a les pectoraux et les bras d'un gorille, mais sous son front jaillissent souvent les étincelles d'une intelligence en ruine. Pierre Cise l'entend avec stupeur murmurer à propos de l'une des femmes qu'il a tuées. Chacun de nous tue ce qu'il aime. Chacun de nous tue ce qu'il aime, et c'est l'un des plus brillants paradoxes d'Oscar Wilde. Il ne peut s'agir d'une rencontre, et Pierre Cise le fait interroger par l'un de ses gardiens. C'est une phrase d'Oscar Wilde, répond en effet Rudolf Pley. Je l'ai apprise en classe, autrefois. Ainsi, les petits Allemands apprenaient en 1935 que chacun de nous tue ce qu'il aime, quand les petits Français apprenaient que 2 pigeons s'aimaient d'amour tendre. Enfin, vient le dernier jour de ce procès extraordinaire. Bien entendu, il se termine sur l'inévitable condamnation de Pley à la détention à vie, puisque la peine de mort n'existe plus en Allemagne. Et alors on s'aperçoit avec stupeur qu'il n'a vraiment tenu qu'à l'extraordinaire personnalité de l'accusé que le procès ne paraisse pas scandaleux et inutile, scandaleux parce qu'inutile. À quoi aurait servi ce procès si Rudolf Pley avait été une brute élémentaire? Pley, lui, semble satisfait d'en avoir fini, et il se lève. Il est toujours joyeux quand on l'emmène, c'est parce qu'il va manger. Le monstre dévore en effet à chaque repas 5 litres de soupe épaisse, 3 kilos de pommes de terre, 1 kilo de viande. Il en était du moins ainsi pendant le procès, sinon il refusait de parler. Tous les clochers de la ville lancent leurs carillons dans l'air froid. Demain, c'est la fête de tous les saints. Des centaines de bourgeois en gibus et redingotes tenus de rigueur pour cette cérémonie s'en iront dans les cimetières, suivant leurs épouses, aux bras chargés de fleurs. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.